Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré au crédit impôt recherche. L'objet de ce webinaire, c'est bien entendu la présentation du dispositif. On sera évoqué également la sécurisation du dossier et les modalités de contrôle. Sont présents avec nous ce matin, et je tiens à les remercier vivement, Marilyn Rosa, adjointe au chef du département politique d'incitation à la recherche et au développement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bénédicte Reynaud, chargé de mission Crédit Impôt Recherche, département politique d'incitation à la recherche et au développement dans le même ministère, et Mohamed Gabzi, expert référent au ministère et professeur d'université à l'École normale supérieure de Cachan en génie électrique. On est là ensemble pendant 1 heure. Présentation donc sur les différentes modalités du crédit impôt recherche, avec une vue d'ensemble, la constitution du dossier justificatif, les modalités de contrôle, ça a déjà été évoqué, et on aura une session de questions-réponses qui vont se faire en direct dans la majeure possibilité, dans les possibilités. N'hésitez pas, vous avez un petit module questions, à rédiger vos questions. On tâchera d'y répondre en intégralité en fin de session. Avant de laisser la parole à Marilyn Rosa, qui est au centre de l'écran, puisque les webcams sont allumées, elles seront éteintes dans quelques minutes. Je vais faire une présentation très brève de France Innovation, puisque, encore une fois, l'objet du webinaire, c'est pas France Innovation. On est là pour vous mettre à disposition de l'information, aussi bien auprès de nos membres que de nos non-membres. Alors, présentation de France Innovation. Donc France Innovation, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a vocation de réunir les prestataires privés de R&D d'innovation. Vous le voyez, il y a les différentes fonctions qu'on retrouve au sein de France Innovation. Donc on a en rouge sur la catégorie concevoir les membres adhérents. Donc il y a une activité de prestation de R&D, donc ce sont des sociétés privées. Donc ça va être des sociétés qui peuvent être agréées crédit impôt recherche et ou crédit impôt innovation, ou qui auraient vocation à l'être si elles le désiraient demain. Et puis, bien entendu, en bleu, c'est tout l'univers finalement qui environne ces projets de recherche et d'innovation, donc des activités de conseil, de fabrication, de financement, de recrutement, les questions aussi les problématiques d'exportation, de formation, de protection ou défense de la propriété intellectuelle et bien entendu de la veille technologique et économique. Donc tous les acteurs qui contribuent au succès de l'innovation en France ont vocation à rejoindre France Innovation. À noter qu'on distingue les membres adhérents, donc ceux qui ont une activité de prestation de R&D, et les membres associés, donc les fonctions que j'ai pu décrire. Alors, les services de France Innovation, donc il y a un volet de communication, c'est finalement de rendre visibles nos membres, ne serait-ce que dans l'annuaire qui s'appelle Trouver une expertise, de valoriser les réalisations technologiques et non technologiques, et les collaborations avec vos clients au travers d'un magazine qui s'appelle 360° R&D, qui est un magazine trimestriel. Vous pouvez d'ailleurs librement le consulter sur notre site internet france-innovation.fr, et puis bien entendu sur les réseaux sociaux. La possibilité aussi de communiquer via des webinaires qui sont gérés par vous directement avec le support de France Innovation. Il y a un grand volet d'activité qui est relatif à la recherche de compétences, c'est-à-dire qu'il y a des donneurs d'ordre, quelle que soit leur taille, ça va de la start-up jusqu'au grand groupe, et parfois des organismes publics de recherche qui nous consultent pour identifier des partenaires qu'on pourrait appeler prestataires sur leur projet de recherche et d'innovation. Donc on est à peu près sur un volant d'activité de 500 mises en relation par an. Il y a une vocation aussi de mutualisation en proposant des tarifs préférentiels sur des salons professionnels qui sont plutôt des conventions d'affaires. Sur les transports, on a un partenariat avec la SNCF dont profitent nos membres. Il y a une dimension de lobbying qui n'est pas un gros mot, qui est simplement d'un aspect pédagogique. C'est d'essayer de construire et de défendre une position commune sur le crédit impôt recherche, sur le crédit impôt innovation, sur les projets collaboratifs ou également sur les financements européens. Et finalement, c'est de porter collectivement une marque et un état d'esprit. Et puis, au fil de l'eau, tout au long de l'année, pour nos membres, il y a du conseil et de l'information qualifiée en temps réel, des webinaires thématiques, comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui, que ce soit sur le financement, sur les contrats, sur les types de propriété intellectuelle. Et également, on fait de l'accompagnement qui prend la forme de relecture de dossiers de financement avant dépôt, un appel à projet. Et tout ça, bien entendu, est packagé dans une cotisation. Après 1 an d'existence, France Innovation réunit 100 sociétés membres, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'annuaire Trouver une expertise. Voilà, vous avez les logos qui s'affichent à l'écran.
Aujourd'hui, vous avez une équipe à votre disposition. Donc, Jérôme Billet, j'en suis le délégué général, Virginie Grousset, responsable de la communication, et Brice Laguerrodi, qui est chef de projet, et d'ailleurs qui œuvre au succès technique du webinaire, mais pas que technique, dans les activités de France Innovation. Et là, vous avez les différentes coordonnées, l'adresse mail, notre site internet, notre page LinkedIn, et la même chose sur Twitter. Voilà. Assez discuté de France Innovation. Je laisse la place de suite à Marine Rosa, qui va introduire le sujet, et on va rentrer rapidement dans la mécanique et dans les méandres du crédit impôt recherche. Encore une fois, questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Elles seront traitées par la suite et j'en serai le modérateur. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, donc Marine Rosa. Nous allons vous présenter le dispositif CIR dans le volet recherche, le dossier technique et les modalités de contrôle. Allez, on va jouer à ça. Donc, le CIR est un élément clé de la compétitivité. Il doit stimuler l'investissement R&D. Donc, son objectif, c'est d'aider les entreprises à supporter le coût des équipes de R&D et à accéder à des compétences de haut niveau. Quelles sont les entreprises concernées? Il s'agit des entreprises industrielles, commerciales et agricoles, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Et nous prenons aussi des associations loi 1901 à but lucratif. Alors, la recherche éligible au CIR. Donc, le document de référence, c'est le manuel de Frascati. Il a été remis à jour en 2015 et je vous conseille fortement d'aller le parcourir. Il était vraiment intéressant à lire. Bon, bien sûr, le manuel de Frascati, c'est un document de statistique. À ça est adossé le BOI, la loi fiscale. Et nous, ministère, nous éditons tous les ans un document simplifié, le guide du crédit impôt recherche. Le 2019 devrait bientôt être sur le site des ministères. Donc, Mohamed Gabsi, je vais essayer de vous parler des critères d'éligibilité des travaux. Alors, dans le manuel de Frascati de 2015, il a été énoncé de cette façon-là. Il y a 5 critères. Il faudrait essayer de faire apparaître dans vos dossiers, quand vous réalisez vos dossiers pour le tir, l'aspect nouveauté, l'aspect créativité, l'incertitude et l'aspect systémique et transférabilité des résultats. Alors, quelques mots sur la nouveauté. La nouveauté, c'est des résultats nouveaux. Ce n'est pas uniquement un produit nouveau, mais c'est des études, des connaissances nouvelles. Tout pareillement pour la créativité. Est-ce qu'il y a eu des résultats nouveaux aussi, où il y a eu de la créativité? L'aspect incertitude est très important parce que le crédit impôt recherche, il est là aussi pour soutenir les entreprises d'aller dans des voies incertaines où ils ne connaissent pas par avance le résultat. C'est l'aspect de la recherche, d'ailleurs, que ce soit dans le monde académique ou le monde privé, industriel. La recherche, son objet, c'est d'aller chercher l'inconnu. En plus de tout ça, il faudrait avoir une méthode qui favorise le transfert, la reproductibilité de ce qui est reçu. Donc, dans tout dossier, vous veillez à montrer ces 5 critères. Voilà, on reviendra de façon un peu plus détaillée tout à l'heure. Alors, le CIR, donc, c'est un montant élevé pour le budget de l'État puisque en 2015, il est aux alentours de 6 milliards d'euros. 6 milliards pour le CIR, 200 millions d'euros à peu près pour le crédit impôt innovation. Donc, c'est pour vous montrer à quel point cette aide est importante pour les entreprises qui font de la recherche et du développement. Alors, là, en fait, nous allons décrire qu'est-ce que c'est qu'une opération de recherche et qu'est-ce que c'est qu'un projet. Alors, on a essayé par le diagramme qui est projeté actuellement de distinguer le projet commercial
de la recherche proprement dite. Alors, un exemple, hein, vous êtes constructeur automobile, vous avez le projet de commercialiser des véhicules électrifiés. Ce grand projet-là peut être subdivisé en sous-projets, comme vous le voyez sur le diagramme. Ces sous-projets-là, ça peut être différents types d'hybridation, différents types d'électrification. Mais dans chaque sous-projet aussi, on peut déclarer ou dégager des verrous et des difficultés scientifiques. Alors, la première chose, quand on a une difficulté scientifique, quand on fait de la recherche, c'est de regarder l'état des connaissances et de voir s'il n'y a pas une solution déjà existante qui est publiée, qui est connue par l'homme de l'état de l'art. Alors, si la solution n'existe pas, là, on engage une opération de recherche pour justement surmonter cette difficulté. Alors, à la fin de cette opération, si elle est réussie, on a trouvé nos réponses. Mais même quand elle n'est pas réussie, si on a fait une démarche de recherche, ça aussi, ça peut être démontré et montré clairement dans un dossier, ça peut compter aussi. Donc, une fois qu'on a la réponse avec l'opération de recherche, on revient vers le sous-projet, on alimente le sous-projet par les résultats trouvés et on avance. Et alors, donc, dans chaque sous-projet, vous pouvez trouver plusieurs opérations de recherche. Ces opérations de recherche qu'il faut décrire précisément. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Bonjour à tous, je suis Madame Bénédicte Reynaud, chargée de mission Crédit Impôt Recherche donc au ministère de la Recherche. Donc je vais poursuivre notre présentation par la documentation de votre activité de R&D, puisque le Crédit Impôt Recherche, effectivement, passe par deux étapes, on va dire. Il y a d'abord l'étape déclarative, qui est donc la partie fiscale, puisque vous devez déposer une déclaration 2069A, donc avec le calcul pour calculer donc l'assiette du crédit impôt recherche. Donc on le verra un peu plus loin. Et puis la partie donc très importante et qui nous concerne nous en premier lieu au ministère de la Recherche, c'est le dossier justificatif des opérations de recherche et développement, qui est un document primordial. Alors certes, en cas de contrôle par l'administration fiscale et par le ministère de la Recherche en cas de saisine par l'administration fiscale, mais également c'est un document très important pour votre entreprise, c'est la mémoire de votre entreprise et cela permet de transférer les connaissances que vous avez acquises pendant les travaux et qui seront ainsi transférables aux différents personnels qui travailleront dans votre entreprise. Donc, comme je vous le disais, le crédit impôt recherche, c'est tout d'abord un déclaratif. Vous devez donc déposer une déclaration. Il est calculé alors sur l'année civile, indépendamment donc de l'exercice fiscal de votre entreprise, et il est donc subordonné au dépôt de la déclaration spéciale 2069-A-SD, qui est à joindre avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés. Et une copie est doit être obligatoirement adressée au ministère de la Recherche. Alors, la question qui est importante quand vous déclarez du CIR, c'est que votre souhait, avant tout, c'est effectivement de pouvoir bénéficier d'un retour sur les investissements que vous avez dû faire. Donc, le crédit impôt recherche, en fait, qui sera donc calculé, est imputé sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu. Cet excédent de crédit impôt recherche constitue une créance sur l'État qui sera remboursée au terme d'un délai d'une période de 3 ans. Si elle n'a pas pu être utilisée, bien évidemment, lors des différents impôts que vous aurez dû payer dans cette période. En cas de demande de restitution de ce crédit d'impôt, il y a un formulaire spécial qui est le formulaire 2573 que vous devez donc adresser à votre centre des impôts des entreprises. Et le législateur a prévu une possibilité de remboursement immédiat pour certaines catégories d'entreprises, alors notamment les entreprises nouvelles, les entreprises qui sont en procédure collective, donc redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, les jeunes entreprises innovantes et les PME au sens communautaire. Pour les entreprises qui sont créées depuis moins de 2 ans, celles-ci ont l'obligation de présenter les pièces justificatives qui permettront d'établir qu'elles ont bien une activité de recherche. Enfin, votre créance sur l'État peut être mobilisée auprès d'une banque à condition, bien évidemment, que la créance ne soit pas imputée ni remboursée. Donc, juste pour vous présenter donc, le formulaire de la déclaration du crédit impôt
recherche, qui est donc le formulaire 2069A-SD, que vous pouvez remplir grâce à, alors souvent méconnu, il y a une notice qui vous permettra de mieux appréhender les différentes cases à remplir et auxquelles je vous invite à vous reporter car elle est vraiment très bien faite et vous aidera vraiment pour les postes de recherche de dépenses. Alors, en quoi constitue, quelle est l'assiette de votre crédit impôt recherche, quelles sont les dépenses que vous pouvez déclarer et qui feront l'objet donc du crédit d'impôt recherche. Il y a donc les amortissements concernant les matériels qui vous sont indispensables dans les opérations de recherche et développement que vous menez. Le personnel, donc on va revoir après pour le personnel quels sont les types de personnel que vous pouvez déclarer au titre du CIR. La sous-traitance qui est également admise par le législateur, les frais de brevet, la normalisation, la veille technologique et les subventions. Juste pour faire un petit point, il faut savoir que dans l'assiette du CIR, le personnel, c'est 50% de l'assiette du CIR. C'est pour ça que nous faisons une vérification assez stricte du personnel. Et la sous-traitance, 15%. Alors, donc les dépenses de personnel éligibles, la jurisprudence a fait évoluer ces dépenses puisque il y a bien évidemment les chercheurs, mais également les techniciens de recherche, qui sont donc des personnes qui n'ont pas le même niveau de diplôme, mais qui sont indispensables dans les opérations et qui œuvrent donc à côté des chercheurs. Il y a les jeunes docteurs, les dirigeants, dans la partie bien évidemment qui concerne non pas la direction de l'entreprise, mais les activités que certains peuvent mener en R&D dans l'entreprise, le personnel mis à disposition. Donc là, bien évidemment, faire très attention aux conditions juridiques de mise à disposition qui doivent être remplies. Et d'autres catégories de personnel, et notamment les stagiaires qui ont été reconnus comme tels par la jurisprudence et maintenant qui ont été intégrés dans le bulletin officiel des impôts, les apprentis et les VIE, qui sont donc les volontaires sur le plan international, et bien évidemment, bien vous reporter au bulletin officiel correspondant qui détaille vraiment bien toutes ces catégories de personnel. Donc, les dépenses de fonctionnement, qui sont donc en fait des dépenses qui sont calculées forfaitairement. Ça correspond en fait aux dépenses que vous ne pouvez pas mettre en tant que telles dans votre déclaration, comme c'est le cas pour les amortissements ou le personnel. Donc, ça permet notamment de prendre en compte les dépenses de personnel du soutien, par exemple, qui n'entrent pas dans le cadre du personnel de recherche, mais également tous les frais qui sont inhérents à vos travaux, mais qui ne rentrent pas dans les autres dépenses. Donc, il y a 3 taux. Donc, 75% pour le premier, qui correspond donc des dotations aux amortissements, puis 50% pour les dépenses de personnel, et ce taux est porté à 200% pour les dépenses de personnel qui se rapportent à l'embauche d'un jeune docteur pendant donc les 2 ans qui font suite à son embauche dans l'entreprise. Donc, les acteurs de la sous-traitance, puisque effectivement, dans le cadre du crédit impôt recherche, si votre entreprise n'a pas les compétences et ne peut pas, dans le cadre de son projet, des travaux réaliser une partie de certains travaux, elle peut sous-traiter aussi bien donc à des organismes publics, mais également à des entreprises privées. Donc, dans le cadre de la sous-traitance publique, la prise en compte de la dépense est doublée. Son montant est doublé dans la déclaration. Et donc, ça, c'est bien regarder dans la notice, ça vous est bien expliqué, puisque certains peuvent l'oublier. Et la sous-traitance privée, où là, la dépense est prise en compte pour son montant réel. Dans le cas de la sous-traitance privée, il faut que la société soit agréée. Donc, elle demande un agrément auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, pour être éligible au crédit impôt recherche, les travaux sous-traités doivent répondre à 2 conditions. Ces travaux donc, doivent correspondre à la réalisation également de véritables opérations de recherche, nettement individualisées, donc comme dans le cadre du projet dans lequel s'inscrit ces travaux sous-traités. Donc, une prestation sous-traitée qui n'est pas de la recherche et développement n'est donc pas éligible au CIR, même si elle est indispensable à la réalisation du projet. Ensuite, le sous-traitant doit réaliser en interne la totalité des travaux qui lui sont confiés, sans possibilité d'en sous-traiter tout ou partie. Et comme le disait Marilyn, bien évidemment, pour la sous-traitance privée, la société qui sous-traite doit être agréée par notre ministère. Donc, l'assiette du CIR, ce sont également des déductions,
puisque certains montants, effectivement, ne peuvent pas être pris en compte et donc doivent venir en déduction du CIR. Ce sont les subventions publiques, qu'elles soient remboursables ou non, et elles doivent être déduites l'année pour laquelle les dépenses éligibles sont exposées et au prorata de leur affectation à la recherche et développement. Et autre déduction, c'est le montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestation de conseil. Donc, pour récapituler l'assiette des dépenses du CIR, donc nous avons les amortissements, qui est donc la première ligne de votre déclaration, donc concernant les matériels qui vous sont indispensables dans la réalisation de vos travaux. Le personnel, donc avec les chercheurs, les techniciens et tous les personnels que j'ai détaillés auparavant, est multiplié par 2 donc pour la ligne de jeunes docteurs. Donc, il y a une ligne prévue pour les jeunes docteurs. Les frais de fonctionnement, donc, qui sont donc un pourcentage forfaitaire des dépenses, donc des dotations d'amortissement, comme on l'a vu, de personnel et 200% pour les jeunes docteurs. Ensuite, il y a les lignes pour la sous-traitance publique. Donc, là encore, on n'a pas oublié, donc, le montant est doublé, et la recherche sous-traitée au privé agréé avec un plafond qui est donc 3 fois le montant total des autres dépenses que nous avons vu tout à l'heure. Il y a donc également une ligne pour les frais de dépenses et défense des brevets, les dépenses de normalisation, 50% de leur montant, les dépenses de veille technologique, donc avec un plafond également là encore de 60 000 €, donc qui concerne toute la veille que vous faites dans le cadre de vos travaux, utiles à vos travaux, et donc viennent en déduction les subventions et les avances remboursables, les prestations de conseil. Vous arrivez à un montant de CIR et donc un montant de dépenses, et donc le CIR représente 30% de l'assiette jusqu'à 100 millions d'euros, et ce taux est porté à 50% dans les département d'outre-mer et 5% au-delà des 100 millions d'euros. Votre crédit impôt recherche, donc, comme je vous le disais, c'est donc déclaratif. Donc, chaque entreprise qui prétend ou qui pense faire du crédit impôt recherche peut déposer sa déclaration. Bien évidemment, il n'y a pas de contrôle à ce moment-là par l'administration fiscale ou le ministère de la Recherche. C'est pourquoi le législateur a prévu, pour sécuriser, pour les entreprises qui souhaitent sécuriser leurs créances, la possibilité, comme dans le cadre de plusieurs rescrits fiscaux, il y a le rescrit crédit impôt recherche, qui est donc une validation en amont de l'éligibilité d'un projet de R&D ou d'innovation. Donc là, en l'occurrence, le ministère de la Recherche sera saisi sur le projet que vous détaillerez dans votre rescrit. Et ainsi, donc, par contre, il y a un délai, puisqu'il faut que la demande de rescrit soit déposée auprès de votre centre des impôts des entreprises au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de votre déclaration. Le CIR, pour ce rescrit, les interlocuteurs seront soit l'administration fiscale, comme dans toutes les demandes que vous pouvez formuler, qui pourra donc solliciter l'avis de la direction régionale de la recherche et technologie, ou directement auprès de la D2RT de votre lieu de situation d'entreprise. Le législateur a également souhaité élargir ces garanties qui vous sont octroyées, avec donc récemment le rescrit élargi, où les petites et moyennes entreprises, effectivement, peuvent demander maintenant la validation du montant de leurs dépenses, aussi bien celles qui ont été exposées au titre de l'exercice en cours ou celles prévisionnelles. Et dans ces cas-là, un seul interlocuteur, vous ne pouvez pas adresser votre rescrit à la direction régionale de recherche et technologie, mais c'est l'administration fiscale qui, elle, par contre, bien évidemment, interrogera le ministère de la Recherche sur votre demande. Il y a également le rescrit roulant qui donc ne s'applique que pour les projets pluriannuels, puisque les entreprises vont obtenir une prise de position formelle dans le cadre de l'administration qui va confirmer l'éligibilité de leur projet au CIR, et elles pourront solliciter la révision de la décision initiale si jamais par la suite il y a modification des objectifs de ce projet. Documenter l'activité de R&D. Donc, nous vous avons présenté l'assiette du personnel, des amortissements, de la sous-traitance. Maintenant, il va falloir qu'un expert scientifique valide ces informations. Donc, à ce titre, vous allez devoir nous proposer, lors d'un contrôle, un dossier justificatif des opérations de la recherche, des opérations de R&D. Alors, ce document, il a plusieurs fonctions. D'abord, c'est la mémoire de l'entreprise. Deuxièmement, c'est le transfert des connaissances. Et puis, bien sûr, c'est le document qui sera regardé en cas de contrôle. Donc, pensez à le remplir
toute l'année, pendant toute l'année, où vous allez prévoir de déposer une déclaration 2069. Alors, ce dossier, on l'a structuré de la façon suivante. Il y a une partie qui va être annuelle et une autre partie qui sera pluriannuelle. Alors, il est important qu'il soit concis, précis et évidemment complet pour votre activité. Alors, le dossier il sera étudié, évalué par un chercheur académique qui est indépendant de toute activité privée. Alors, on propose un modèle de ces dossiers justificatifs. Ce modèle-là, il va comporter, avant le détail des travaux de recherche, une partie assez succincte où vous présenterez votre entreprise et le contexte économique de votre activité que vous demandez à soutenir par le crédit impôt recherche. Il y aura un tableau synthétique pour décrire les opérations de recherche et après, pour chaque opération de recherche, on rentre dans le détail et là, il y a besoin d'une description scientifique à l'image d'un article scientifique où il ne faut pas se priver de mettre les modèles, la théorie, les équations, les résultats commentés, graphiques, tout ce qui est nécessaire pour expliquer vos résultats. Alors, et en plus, tout ça est accompagné par un tableau synthétique pour décrire les dépenses. Alors, ce tableau-là, peut-être je laisse Madame Rosa le commenter. Alors, ce tableau synthétique, c'est un peu l'introduction de votre travail pendant l'année ou pendant plusieurs années. Là, vous allez nous indiquer le nom de l'opération. Vous allez nous dire si c'est une opération pluriannuelle. C'est important de savoir parce que votre projet, il a une histoire. Donc, si on ne sait pas ce qui s'est passé avant ou si on ne sait pas ce qui va se passer après, on risque d'avoir quelques problèmes pour comprendre les verrous que vous avez rencontrés l'année. Donc, n'hésitez pas à nous raconter un peu ce qui s'est passé avant, d'introduire votre projet en expliquant les travaux précédents et puis peut-être de conclure en disant on a pris un brevet. Souvent, on va faire le contrôle 3 heures après. Donc, voilà, on est en 2019. Eh bien, on a déposé un brevet, ou on a écrit un article, ou on a abandonné ce projet parce qu'il nous revenait très cher. Donc, à travers ce tableau synthétique, on peut voir déjà la durée, c'est un projet pluriannuel. Vous allez nous classifier l'opération, nous dire si c'est une application secret défense ou confidentielle défense. C'est important pour nous parce que nous avons des experts homologués pour faire ce type d'expertise. Vous allez aussi nous apporter un point important, c'est avec le domaine de recherche et les mots-clés d'opération que nous allons trouver le bon expert. Donc, à la fin du dossier de complément d'information qu'on vous demande, vous avez toute une liste de champs d'activité d'experts. N'hésitez pas à nous donner un bon champ avec des mots-clés parce que nous allons choisir un expert en fonction de ce domaine. Sachez qu'aussi, si vous allez travailler dans plusieurs domaines, nous mettrons aussi plusieurs experts. Le coût de l'opération déclarée au CIR, la présentation synthétique de l'opération, les indicateurs de recherche. Alors ça, c'est quelque chose de très important, les indicateurs de recherche. Ça nous donne aussi votre degré de RT. Donc, si vous avez un article, si vous écrivez, enfin, si vous sortez un article, si vous avez une cible, si vous êtes à l'intérieur d'un projet, si vous collaborez avec des organismes publics, n'hésitez pas à l'écrire. Souvent, on découvre ces informations quand on rencontre l'entreprise et c'est un peu dommage parce que ce sont de véritables atouts pour votre dossier technique. Et puis, vous pouvez aussi nous indiquer des observations qui sont propres au chef de projet. Oui, donc après, il faut décrire votre opération de recherche. Vous mettez effectivement la date, l'identification, le volume horaire qui a été consacré à cette opération. Et comme le disait Madame Rosa, il faut bien indiquer le domaine de recherche principal et les sous-domaines associés. Vous avez une nomenclature qui se trouve dans le guide ou sur le site. Vous choisirez votre domaine selon cette nomenclature. Alors, quand on décrit son opération, comme je le disais tout à l'heure, l'opération de recherche,
peut avoir un contenu scientifique qu'il faut relater ici, mais avant tout, si vous avez une activité, enfin un cadre d'activité, il faut le dire, les indicateurs de recherche, il faut les signaler d'une façon synthétique et commune à plusieurs années. Même si vous êtes contrôlé à l'année N, il est important de décrire le déroulement sur plusieurs années. Alors, après, quand on entre dans la description précise par année, là aussi, il ne faut pas oublier que nous attendons un document scientifique. Il ne faut pas hésiter de décrire d'une façon détaillée votre opération. C'est un expert scientifique qui cherche à comprendre quelles sont vos difficultés et comment vous avez procédé, quelle est votre démarche, qu'est-ce que vous avez mis comme moyen et qu'est-ce que vous avez cherché comme partenariat pour résoudre votre problème. Alors, dans la description, là, il va y avoir beaucoup de détails, mais d'une façon rapide, il faut décrire, il faut décrire l'activité de la recherche d'un point de vue contexte industriel, commercial et scientifique. Comme le disait, on a les indicateurs de recherche. Les indicateurs, ça peut contenir, comme le disait Madame Rosa, des articles, des brevets. On peut aussi citer tout ce qui est collaboration dans le cadre de projets nationaux ou internationaux. Alors, après, c'est un peu de la répétition par rapport à ce qu'on avait dit. On insiste un peu pour décrire d'une façon détaillée et complète, d'une façon scientifique, votre opération de recherche. Et là, c'est fait normalement par les chercheurs qui ont exécuté, qui ont travaillé sur le sujet. Il n'y a qu'eux qui peuvent le décrire d'une façon scientifique et complète. Alors, il faudrait indiquer votre contribution scientifique à l'issue de cette opération-là d'une façon claire et synthétique. Votre démarche, de la même façon, comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez fait de la théorie? Est-ce que vous avez fait de la modélisation? Est-ce que vous avez fait des travaux expérimentaux? Comment vous avez suivi votre raisonnement? Comment vous avez vérifié vos hypothèses? Et décrire un peu les ressources humaines qui ont contribué à ces travaux. Les partenariats scientifiques sont très importants pour montrer, si vous en avez eu, pour vous montrer l'ampleur de vos travaux de recherche. Alors, vous avez des fiches descriptives spécifiques pour certains domaines qui peuvent être les essais cliniques, l'informatique ou le cas des établissements de l'enseignement supérieur privé. Oui, vous avez toutes ces informations dans le guide qui nous ont permis d'un peu encadrer des activités en fonction de ces secteurs d'activité. Donc, concernant les essais cliniques, effectivement, les phases A et 3B sont éligibles. Et quand on dit phase éligible, c'est pas aussi de la traduction, de la réglementation. Ça sort un peu du champ de la RD. Il y a des CRO qui ne font que de la partie juridique de l'essai clinique. Donc ça, non, ça ne sera pas éligible. Donc nous avons fait un plan détaillé de ce qu'on prend dans les essais cliniques. Concernant le domaine de l'informatique, nous avons essayé de faire un document technique où on précisait les différentes activités qu'on peut trouver en informatique. Donc vous êtes censé vous retrouver dans une de ces activités et nous fournir une description qui correspond à cette activité du domaine. Le cas des établissements de l'enseignement supérieur, c'est pareil, on a fait une grille d'analyse un peu différente, donc on vous demandera de nous fournir un complément d'information qui correspond à cette grille d'analyse. Dans notre tableau Excel, nous avons différents types de dépenses. Les dépenses de veille technologique, les dépenses de personnel dont jeune docteur, les dotations d'amortissement, les dépenses de sous-traitance. Concernant les dépenses de veille technologique, seuls sont pris en charge les abonnements aux revues, les abonnements au site internet et aussi bien sûr les inscriptions aux congrès, aux conférences. Par contre, le temps passé pour lire les revues, les abonnements ne sont pas pris en charge dans le cadre du crédit impôt recherche. On ne prend que vraiment les factures et les montants qui vous aident à faire de la veille technologique. De personnel et de jeunes docteurs, on en a parlé, ce sont des chercheurs
des techniciens qui travaillent sur le projet de recherche, mais qui travaillent pas généralement à 100%, parce que dans une société, on a des réunions, on se déplace, on va à l'étranger, donc déclarer 100%, c'est toujours assez surprenant, à moins de pouvoir le justifier. Et là, les impôts nous aident en général en regardant vos fiches de temps. Concernant les dotations d'amortissement, nous ne prenons en compte dans le cadre du CIR que la partie nécessaire, que les amortissements, que le matériel, excusez-moi, nécessaire à la réalisation de vos travaux de R&D. Généralement, l'entreprise comprend bien ce qu'on attend d'elle et on a des montants cohérents avec les travaux de recherche. Concernant les dépenses de sous-traitance, comme l'a déjà dit Madame Reynaud, ça doit être une opération de recherche et développement à part entière. Donc, vous devez nous fournir les justificatifs nécessaires à ce contrôle, c'est-à-dire cahier des charges, livrables, rencontres avec les entreprises. Excusez-moi, je reviens en arrière. Tous les documents qui nous permettent de vérifier que c'est une opération de R&D. Je aborde un point fort de la sous-traitance. Nous avons beaucoup d'opérations de personnel déclaré en régie dans les dépenses de sous-traitance. La sous-traitance n'est pas une extension des dépenses de personnel. Ça doit être une opération de recherche. Donc, réfléchissez avant de nous déclarer des personnels en régie dans un travaux de sous-traitance. Il faut vraiment démontrer que ce personnel a apporté une plus-value forte sur le projet et que ce n'est pas un ingénieur qui vient compléter votre équipe de recherche. Voilà. Donc, concernant le contrôle, c'est un système déclaratif. Donc, les entreprises peuvent bénéficier du CIR sur un simple dépôt d'une déclaration auprès des services fiscaux. En contrepartie, mais il y a le contrôle. L'administration fiscale est dans le droit de vérifier si les éléments déclarés sont en conformité avec les textes. Et nous, ministère, nous vérifions que vous avez bien fait des travaux de recherche et développement. Comme je vous rappelle, le CIR, c'est 6 milliards d'euros. Donc, vous pouvez comprendre, c'est nous tous les contribuables qui payons cette mesure. Donc, vous pouvez comprendre que nous le contrôlons. Donc, l'administration fiscale est celle compétente pour l'application des procédures de rectification, puisque c'est le CIR est avant tout un dispositif fiscal qui a un impact sur l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu dont vous devez vous acquitter. Elle peut faire appel, bien évidemment, pour la partie crédit impôt recherche, sur les compétences du ministère de la Recherche et des deux RT, puisque nous avons une base nationale de à peu près 600 experts qui sont vraiment compétents dans tous les cœurs d'activité, et nous essayons de l'élargir au mieux pour répondre au plus précis de vos travaux. Et pour la partie crédit impôt innovation, au ministère des Finances avec les directs. Alors, il n'y a pas de requalification des dépenses de la part de l'administration du CIR en C2I et inversement. Seul vous, entreprise, pouvez en faire la demande si vous estimez que vous avez fait une erreur dans votre déclaration. Alors, comme dans le cas de toute procédure fiscale, vous avez donc des recours. Donc, le plus récent est donc le recours auprès du Comité national consultatif du crédit impôt recherche, qui est donc un recours qui peut seulement être utilisé dans le cadre d'une vérification de comptabilité et non pas dans le cadre d'un contrôle de votre crédit impôt recherche suite à une demande de restitution de votre crédit d'impôt. Mais vous pouvez en faire la demande donc au cours de la procédure à votre vérificateur. Il y a bien évidemment, comme dans tout contrôle fiscal, le recours hiérarchique, puis l'interlocution départementale et en phase ultime, une fois que les rectifications ont été mises en recouvrement, il y a donc la phase contentieuse avec une réclamation contentieuse que vous déposez et en cas de réponse toujours défavorable à votre égard, vous pouvez saisir le tribunal administratif. Au cœur de ces procédures très cadrées du contrôle fiscal, vous avez également possibilité de recourir au médiateur des ministères en charge de l'économie des finances qui viendra donc revoir le dossier et qui saisira à cet effet, à cette occasion, le ministère de la Recherche. Donc, le MESRI a un cadre juridique pour intervenir, à savoir donc les dispositions de l'article L45B du livre des procédures fiscales et du R45B, où il est bien indiqué
que l'administration fiscale peut solliciter le ministère de la Recherche pour la partie effectivement éligibilité de vos travaux, mais également encadre la procédure puisque à cette occasion, nous avons l'obligation et la permission, nous sommes autorisés à vous demander des compléments d'information. Vous pouvez donc dans un délai et vous avez également la possibilité de demander un délai supplémentaire. Bon, le circuit d'expertise CIR, on l'a déjà abordé précédemment, donc effectivement, ça vient après une demande de l'administration fiscale. Dans le cadre d'un contrôle, le ministère peut demander à vous rencontrer. Ce n'est pas obligatoire. On peut vous demander aussi des compléments d'information supplémentaires. Donc, dans cette diapositive, vous avez un petit peu le circuit d'une expertise. Eh bien voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Ouais. Merci pour cette présentation. Alors, on a déjà des questions-réponses. Alors, première question, et elle revient plusieurs fois. Oui, le support de présentation sera transmis à l'ensemble des participants. Je veux dire quasiment sûr dans la journée. Donc, pas de souci là-dessus. Rentrons ensuite dans le détail. Bonjour, est-ce que la sous-traitance publique doit être faite obligatoirement en France? Non, la sous-traitance publique peut être faite en France et dans les États de l'Union européenne, enfin dans l'Union européenne en général, comme la sous-traitance privée d'ailleurs. Merci. Pouvez-vous nous confirmer que les prêts à taux zéro suivent le même principe de réintégration / déduction que les subventions publiques? Oui. Alors, il y a eu un arrêt de la Cour administrative d'appel, je ne sais plus laquelle, qui est venu réaffirmer effectivement que ça suivait le même traitement, effectivement. Par contre, ils sont réintroduits dans l'assiette au moment du remboursement. Voilà. Merci. Comment calcule-t-on le prorata des aides publiques affectées à la R&D? Faut-il faire une règle de 3 dans le cas où la subvention est un acompte forfaitaire? C'est une règle de bon sens, oui. Très bien. Une étude au sens état des lieux sur une technologie demandée à une société savante, entre parenthèses non agréée crédit impôt recherche, est-elle éligible au titre de la veille technologique? Ah, une étude sur la veille, oui, on peut effectivement demander des études auprès d'une société savante en veille technologique. Et elles n'ont pas l'obligation d'être agréées, tout à fait. Très bien, merci. Pouvez-vous nous préciser comment on déduit les aides et subventions? Si je perçois 100 de subventions liées à un projet en 2018, avec la même assiette d'éligibilité des dépenses que le crédit impôt recherche, je déduis 100 de mon CIR de l'année 2018 déclaré en 2019. Oui. C'est l'année de perception de la subvention qui est le fait générateur pour le déduire de la déclaration. Merci. La trame descriptive a changé. Ah, pardon. Je complète l'année que vous déposez la déclaration que vous avez déposée en 2019 concerne les dépenses de l'année 2018. Merci. La trame descriptive a changé et notamment la description de l'état de l'art n'apparaît plus clairement dans cette nouvelle trame. Quelles sont vos préconisations pour faire apparaître cet état de l'art? L'état de l'art, en fait, il apparaît d'une façon indirecte. Ce qui nous intéresse le plus, c'est pas d'énumérer des références bibliographiques, mais plutôt de faire apparaître l'apport de la connaissance connue par l'homme de métier, comment ces connaissances connues ont contribué à montrer que le travail est original, comment ces travaux-là montrent la nécessité d'engager les travaux. En fait, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, comment utiliser cet état de l'art pour justifier les travaux et les situer par rapport à l'existant. Il s'agit d'éviter un peu l'énumération un peu littéraire sans aucune utilisation de cet état de l'art. Merci. Dans le cas de l'informatique pour la catégorie C, à partir de quand considère-t-on une technologie comme récente? Alors là, il va falloir poser la question à ma collègue référente, expert référente pour l'informatique. Je ne peux pas répondre moi à cette question-là. C'est pas la peine de dire des bêtises. On peut garder cette question et y répondre plus tard.
Très bien, merci. On prend on garde la question et à la limite la personne qui l'a posée, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@france-innovation.fr. On transmettra la question à nos intervenants du jour. Les très petites entreprises qui souhaitent prétendre au crédit impôt recherche ne pourraient-elles pas bénéficier d'un modèle simplifié de déclaration dès lors qu'elles sont reconnues innovantes par d'autres organismes publics? En effet, le ratio temps de constitution du dossier, c'est-à-dire les justificatifs, par rapport au montant du CIR engagé, peut être très décourageant, là où des très grandes entreprises y voient un réel enjeu financier. La déclaration du crédit impôt recherche est relativement simple. Si je la compare à la déclaration d'impôt sur le revenu, vous verrez qu'il y a une cinquantaine de lignes. Et vraiment, il y a deux postes importants, c'est la sous-traitance. Si vous en faites, ou les déclarations de personnel. Le reste, s'il n'y a rien à mettre, vous ne remplissez pas. Et après, on fait une somme, et sur cette somme, on prend un forfait de 30%. Donc, globalement, simplifier la déclaration, ça veut dire quoi? Une année, vous allez perdre la sous-traitance, on va retirer la sous-traitance. On y a réfléchi, mais comme les postes sont vraiment essentiels et puis vous n'êtes pas forcé d'y répondre si vous ne faites rien, c'est relativement simple. Quant au dossier justificatif, c'est exactement la même chose. Le dossier justificatif, c'est la description technique et non commerciale de votre projet. Enfin, on a insisté un peu là-dessus. Donc, de toutes les façons, un jour ou l'autre, il vous faut bien un historique de votre savoir. Donc, ce qu'on demande dans le cadre du crédit impôt recherche, c'est de nous expliquer avec vos mots, avec votre recherche, ce que vous avez fait pour bien sûr obtenir un produit. Donc, que vous soyez une PME, une TPE ou un grand groupe, on demandera exactement le même dossier technique parce que notre expert doit comprendre ce que vous avez fait pour valider ces montants. Et il faut savoir que quelquefois, le montant des TPE demandés au CIR est très important par rapport à leur chiffre d'affaires parce qu'elles ne font que de la R&D au début. Donc, de toutes les façons, ce dossier technique, on ne peut pas le simplifier. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Bien, vous n'avez qu'un projet au lieu d'en avoir 10, mais ce projet, il doit être décrit de la même façon que si vous en aviez 10. Et vos travaux de personnel, c'est pareil. Hein, c'est qu'a fait chaque personne. Vous devez penser à l'implication de chaque personne dans le projet. Et malheureusement, eh bien, si on n'a pas de dossier technique, on ne peut pas valider ces travaux. Après, il y a les justificatifs qui sont de toute façon indispensables, comme quand vous déclarez votre propre revenu, il y a des documents que vous avez et qui sont simplement à remettre. Tout ce qui est CV, diplôme, les factures, les cahiers de charges pour les sous-traitants, c'est des documents que vous avez dans vos documents de toute façon pour tout contrôle et qui sont faciles après à restituer en cas de contrôle du CIR. Et qui sont à conserver l'année du dépôt de votre déclaration. Vous préparez votre dossier technique tous les ans. Et puis vous le donnez à l'administration fiscale si nécessaire. Mais c'est une phase indispensable pour l'expertise du crédit impôt recherche. Mais c'est sûr que, comme Madame Rosin insistait tout à l'heure, le travail paraît moins conséquent quand il est fait au fur et à mesure, au fil de l'eau, au jour le jour, que quand vous le constituez 3 ans après et que vous devez effectivement, ça c'est un travail colossal et c'est normal, puisque vous devez reprendre, en plus vous êtes dans vos travaux actuels et vous devez reprendre des travaux passés, parfois avec des personnels partis. Donc, d'où l'importance de rédiger et de constituer le fonds justificatif vraiment au jour le jour de l'année des travaux. Oui, quant au dossier, j'enfonce un peu le clou là-dessus. Le dossier scientifique, il n'est pas du tout orthogonal par rapport à l'activité de l'entreprise. On l'a calqué sur une activité saine, scientifique, et donc tout ce que nous demandons là-dedans est normalement existant au sein de l'entreprise qui a fait cette activité. Voilà. Il est conforme à votre activité. On l'a simplifié au maximum. Merci. N'y a-t-il pas un délai pour le contrôle du calcul de l'administration fiscale? Le remboursement du crédit impôt recherche peut-il intervenir plus d'1 an après la demande? Le remboursement du crédit impôt recherche intervient à la demande de l'entreprise, déjà. Donc, il intervient un peu quand elle veut, en respectant les conditions qu'on vous a données tout à l'heure. Donc, le cas d'une restitution, c'est logiquement quand vous déposez la déclaration et que vous demandez cette restitution, l'administration fiscale peut vous rembourser dans les 6 mois du dépôt de la déclaration. En sachant que donc, quand il y a une demande de restitution, l'administration fiscale va réaliser un contrôle formel, donc pour la partie la concernant, la partie fiscale, et dans ce cas, elle peut effectivement nous saisir, le ministère de la Recherche, pour le contrôle du fond du dossier et donc sur l'éligibilité des projets. Donc c'est pas parce que vous avez
une restitution de crédit impôt recherche que le ministère de la Recherche, dès lors que vous n'avez pas d'avis qui vous est notifié en ce sens, par le ministère de la Recherche, puisque nous, quand on réalise un contrôle, on rédige avec l'expert un avis qui est favorable ou défavorable, mais qui vous est adressé. Donc, si vous n'avez pas eu cet avis, ça veut dire que vous avez eu un contrôle, mais simplement formel. Donc, à cette occasion, et c'est pour ça que parfois, dans le cadre d'un contrôle fiscal qui se réalise 1 an, voire 2 ans après, votre crédit impôt recherche qui vous avait été restitué peut être remis en cause si, à cette occasion, le ministère, lorsqu'il est saisi, l'expert conclut à l'inéligibilité des projets. Donc, du coup, oui, pour la prescription, effectivement, il y a 3 ans, en fait, à partir du moment où vous avez déposé la déclaration, où l'administration fiscale peut à tout moment contrôler votre crédit impôt recherche. Et donc, si c'est pas dans le cadre si vous n'avez pas fait de demande de restitution, ça peut être à l'occasion d'un contrôle fiscal sur vos autres impôts. Et en général, le crédit impôt recherche fait partie de ce contrôle. Merci. Y a-t-il un format normalisé des feuilles de temps? Non. Il n'y a pas un format normalisé. Chaque société utilise le feuille de temps qu'elle veut. Par contre, on lui demande de bien remplir le tableau Excel. S'il y a un format formalisé, c'est le tableau Excel qu'on vous a donné, où on aime avoir le personnel et le temps passé pour chaque projet, ce qui nous permet d'avoir sur une seule feuille Excel le temps global affecté à l'ARD. Et puis, et bien dans ce tableau, bien préciser, rien que dans le tableau, parce que parfois il y a énormément de personnel pour que l'expert ait une vision globale, le diplôme le plus élevé de chaque personnel, sa fonction dans l'entreprise, et déjà commencer à détailler les travaux qui sont réalisés par ces personnes pour justifier, comme disait Madame Rosa tout à l'heure, des temps déclarés très importants ou au contraire des temps déclarés très peu importants. Et du coup, à vous de faire aussi du ménage, entre guillemets, dans vos feuilles de temps, parce que parfois on voit des temps aberrants, des 2 minutes, qui apparaissent dans les tableaux. 1 heure. Voilà, qui viennent aussi alourdir le dossier et le traitement par l'expert. Polluer votre dossier. Voilà. C'est vrai que les temps, 10 heures sur un projet de recherche, comme ça peut être 100%, 1% sur le projet de recherche ou 100%, ça nous pose, on se pose forcément des questions. On ne voit pas ce qu'on peut faire sur un projet de recherche en une journée, sur une année. Donc, justifier, apporter, toutes les précisions, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Merci. Quelles sont les nouveautés de 2019? Quelles sont les nouveautés de la loi de finances? Il n'y en a pas. Oui. Non, il n'y a pas de... Alors après, ça sera pour 2020. Pour 2020. Mais l'accord, oui. Mais ça, c'est une question que vous posez. Ouais. L'accord devrait être à 50% comme les DOM, mais pour l'instant, on attend la validation. Et puis, une déclaration annexe pour les entreprises qui ont un montant de RD. C'est 3 millions, disait. Je crois que c'est 3 millions, mais ça, c'est pareil, je pourrais le préciser. C'est indiqué sur la notice de la nouvelle déclaration. Malheureusement, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais on pourra vous répondre. Faites la question, on pourra vous répondre plus clairement. Très bien, merci. Concernant l'annexe 2069 A1 SD, quel est l'objectif de cette annexe? Comment la remplit-on de manière pratique et qu'allez-vous faire de ces informations? Recherche, la sous-traitance ou l'autre? J'ai pas la réponse. Les annexes qui sont sur les travaux de sous-traitance, c'est la nouvelle annexe qu'on demandait antérieurement à tous les groupes. Et je ne sais pas encore. Le législateur a demandé est-ce qu'on mette cette annexe. Donc, on l'a fait, c'est l'administration fiscale. Oui. C'est aussi pour le contrôle. Et puis après, c'est pour le contrôle, déjà, voir un peu les informations qu'on peut avoir pour un contrôle formel. D'autre part, et puis peut-être pour faire des études sur les docteurs, comment ils sont utilisés le personnel. Mais je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Je n'ai pas la réponse. Pour un projet pluriannuel dont les objectifs n'ont pas changé, doit-on déposer un rescrit tous les ans? Le rescrit, c'est pour valider que vous avez toujours des travaux de RD. Donc, si vous n'êtes plus sûr sur l'orientation de vos travaux, il vaut mieux faire une demande de rescrit. Sinon, non, vous n'êtes pas obligé de faire un dépôt tous les ans. Sinon, il y a le rescrit. Le rescrit roulant. Le rescrit roulant pour les PME. Exactement. Pour les PME, qui a été fait justement dans le cadre vraiment de ces projets pluriannuels. Qui est un peu un rescrit simplifié. Voilà, exactement. Où il y a juste à apporter des précisions, effectivement, sur les travaux de l'année en cours sur lesquels l'entreprise a un doute. Donc, c'est vrai que moi, je recommande toujours à l'entreprise
si elle veut vraiment sécuriser sa créance et être sûre de ne pas avoir après de contrôle fiscal sur ce point, de faire la démarche, surtout que ce rescrit, comme dit Madame Rosa, est simplifié et que le travail a déjà été fait en amont quand vous avez déposé le premier rescrit. Donc c'est vrai que c'est plus sûr d'en faire la demande. Très bien. Est-ce qu'une société de prestation de conseil non agréée Crédit Impôt Recherche sous-traitant des opérations de R&D peut bénéficier des avantages du dispositif Crédit Impôt Recherche au titre de ses travaux? Toutes les entreprises peuvent déposer une déclaration de crédit impôt recherche. Donc, je ne suis pas là pour juger si elle est conseil et qu'elle fait des projets de R&D, pourquoi pas. Seule l'expertise de son dossier technique pourra nous dire si elle est éligible ou pas. Entendu. Quel est le pourcentage des dossiers contrôlés et parmi ceux-ci le pourcentage de redressement réalisé? Quelles sont les erreurs fréquemment rencontrées? Alors, les pourcentages, nous ne les connaissons pas parce que nous, ministère, nous ne faisons qu'une petite partie des expertises. Une partie est faite par l'administration fiscale. Je n'ai pas entendu la deuxième partie de la question. Pareil, comme nous ne connaissons pas les pourcentages, nous n'avons pas. Nous nous déposons au ministère de la Recherche. Nous donnons un avis à l'administration fiscale qui peut l'utiliser, mais qui peut aussi ne pas l'utiliser. Donc, nous ne savons pas ce qu'elle fait de notre avis quand on lui a remis. Donc, nous ne pouvons pas répondre à ce type de réponse. Après, ce qui n'est pas la troisième partie, c'est sur quoi se portent les rejets, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Quelles sont les erreurs fréquemment rencontrées? Les erreurs fréquemment rencontrées, c'est le projet mal décrit, hein. La confusion entre projet commercial, innovation et puis verrou technologique qui fait que l'homme du métier, mais ça, M. Gavzy pourrait mieux répondre, si vous voulez, dans le cadre du crédit impôt recherche, on a du personnel confirmé, qui connaît son métier, des ingénieurs, des ingénieurs, des techniciens. Donc, ils sont là pour résoudre beaucoup de problèmes. Donc, la résolution d'un problème ne veut pas forcément dire crédit impôt recherche. Produit nouveau ne veut pas forcément dire crédit impôt recherche. Il faut qu'il y ait vraiment un enjeu scientifique important qui fait que nous ne sommes pas sûrs d'arriver au prototype expérimental. C'est j'ai un problème que l'état de l'art ne m'aide pas, que je ne trouve pas de réponse dans l'état de l'art, ou malgré mes connaissances et en faisant appel à mes collègues, ça ne marche pas. Et puis là, je laisse la parole à M. Gavzy qui peut nous apporter des compléments. Juste peut-être sur l'aspect, il y a une confusion sur le développement expérimental. On peut voir beaucoup de dossiers qui finalement, dès que l'entreprise fait de l'expérimental, pense que c'est de la recherche. Or, le développement expérimental, tout comme la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, doit répondre aux 5 critères de Frascati pour qu'il soit éligible. Autrement, une entreprise qui touche à la matière, qui fait de l'expérimentation, autrement dit, ce n'est pas automatiquement éligible au crédit impôt recherche. Cet aspect-là est fait pour compléter des éventuelles études sur les aspects de recherche. Le législateur a prévu qu'une entreprise peut prolonger son activité de recherche par une activité expérimentale à condition que l'expérimental sert pour revoir la théorie, pour revoir le modèle, pour revoir l'état de connaissance gagné lors de ces travaux-là. Donc, il faut penser toujours, est-ce que mon développement expérimental, est-ce qu'il est nouveau, est-ce qu'il est créatif, est-ce qu'il y a de l'incertitude là-dedans, est-ce qu'il y a, les résultats sont transférables, est-ce qu'on peut reproduire tous ces résultats comme toute une activité de recherche. Donc, je pense qu'il y a une confusion là-dessus et on voit beaucoup de dossiers qui sont partis de cet aspect développement expérimental. Là. Sinon, je suis tout à fait d'accord sur ce que venait de dire Madame Rosa. Je dirais la confusion, c'est que beaucoup d'entreprises n'imaginent pas que ce dossier va être lu par un expert scientifique et donc, par méconnaissance, ils évitent de faire apparaître le cœur scientifique de leur activité. Une description trop superficielle ne nous permet pas, généralement, d'évaluer le dossier. Et après, on vous demande des compléments d'information. Ça va être de la perte de temps pour vous. Pour refaire les compléments d'information, il vaut mieux, dès le début, quand vous constituez votre dossier,
dès le début, vous pensez que ça va être lu par un scientifique. Il doit être fait dans cette optique-là. J'ajouterais juste effectivement que quand, puisque la question est évoquée des rejets, en tout cas, quand il y a un contrôle du maîtrise, quand on est saisi, sachez que si le dossier, comme me disait Madame Rosa, M. Gazzi, n'est pas convaincant dès le départ, nous faisons des compléments d'information pour les parties, on va dire, plus simples ou simplement des justificatifs qui manquent. Mais surtout, même si ce n'est pas obligatoire, on a à cœur maintenant sur tous les dossiers d'organiser une rencontre. Et à cette occasion, vous pouvez échanger avec l'expert qui a lu votre dossier initial et qui saura vous expliciter ses attentes et ça peut vous aider aussi pour l'avenir. Mais parfois, effectivement, comme on dit, les dossiers sont mal expliqués, mais aussi d'autres fois, c'est pas du crédit impôt recherche et voilà, il faut aller soit vers parfois des crédits impôt innovation ou d'autres fois, c'est des très bons travaux, mais qui ne relèvent pas du crédit impôt recherche. Donc, bien regarder et bien écouter bien reprendre ce qu'a dit M. Gabzi. Parce que voilà, tout travaux, même aussi compliqués soient-ils, ne rentre pas dans le cadre du crédit impôt recherche. Et j'insisterai aussi sur le temps déclaré. On a souvent une inadéquation entre le projet déclaré et le temps déclaré. Et le rôle de l'expert, c'est de dire, oui, d'accord, il y a un petit cœur de RD, mais enfin, la société me déclare 10 ingénieurs. Enfin, vous imaginez, 10 ingénieurs, c'est 3 thèses, quoi. Donc, et j'ai 10 pages. Donc, je suis un peu étonnée. Et ça, c'est penser au temps passé. Le CIR, c'est le cœur de votre recherche. Enfin, c'est pas la recherche, plus l'innovation derrière. Donc, essayez de dire essayez de voir quand vous nous déclarez du personnel si ça a du sens par rapport au projet déclaré. Alors, vous êtes chef d'entreprise, donc si un ingénieur vous dit j'ai mis 1 an pour faire ça alors que vous estimez qu'il faut que 3 mois, vous allez lui poser des questions. Sachez que notre expert fait la même chose. Donc, essayez d'avoir une logique entre le temps déclaré et le projet de recherche. Merci. Je fusionne 2 questions. Peut-on déclarer du crédit impôt recherche avec un effectif de technicien? Et si oui, y a-t-il un nombre d'années d'expérience de ces techniciens qui est à justifier? Bien entendu. Il y a que des techniciens, oui. Quand même. Oui. Que des techniciens dans le personnel, c'est ça? C'est pas non. Non, enfin, il faut voir dans le dossier dans le détail. La loi mais... n'interdit rien. Vous pouvez déclarer du CIR qu'elle est du technicien. Votre technicien, s'il avait tant d'expérience, il vaut n'importe quel 10 ans d'expérience, il peut valoir n'importe quel ingénieur. C'est les dossiers techniques. On regarde d'abord un dossier technique. Si les travaux de recherche sont bien décrits, si la veille technologique est bien faite, si l'état de l'art est bien fait, pourquoi pas? Après, voilà, après on va regarder le personnel et bon, effectivement, on demande des chercheurs, un chef de projet doit être chercheur, mais si votre technicien a une expérience professionnelle qui est largement celle d'un chef de projet, on n'est pas là pour remettre en cause ce type de... On n'est pas des académiques pour remettre en cause un diplôme. Hein. Nous, c'est l'expérience, c'est vraiment la description de vos travaux de recherche qui vont valider déjà votre RD. Est-ce que ça... Non, j'allais dire, statistiquement, les dossiers qu'on voit, ils sont faits les travaux ont été effectués par des ingénieurs, par des docteurs et par des techniciens. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas vu des dossiers qui ont été faits uniquement par des techniciens, mais comme dit Madame Rosa, l'essentiel là-dedans, c'est l'expertise qui va découler. L'expert va regarder de plus près est-ce que ces travaux sont des travaux de recherche ou pas. Qu'ils soient faits par un technicien ou par un ingénieur. Hein. Certains ingénieurs ne font pas des travaux de recherche. On peut imaginer un technicien ou un certain nombre d'années, il a réussi à faire des travaux de recherche. Donc, voilà. Le juge là-dedans, c'est l'expert scientifique. Et les travaux de recherche que l'entreprise nous présente. C'est ça. Merci. Dans certains domaines d'activité, il n'est pas courant de publier des articles ou brevets. Quelles sont alors vos préconisations pour justifier d'activités de R&D par rapport à un état de l'art, dans lequel peu d'informations sont finalement disponibles pour mener un projet? Si on est... c'est très rare, hein, des disciplines où il n'y a pas de publication, il n'y a pas de recherche, mais imaginons qu'on en a une. Il faut toujours vérifier, démontrer que votre travail
a découlé d'une démarche de recherche. Votre travail a eu des hypothèses que vous avez cherché à vérifier, que vous avez mis en place des modèles, de l'expérimentation, de la théorie. C'est la démarche de recherche qui compte. Et donc, est-ce que vous avez aussi fait une accumulation de connaissances au sein de l'entreprise? Si vous ne connaissez pas l'ensemble de la connaissance nationale ou internationale, au moins de votre entreprise, il faut montrer nettement le gain de connaissances par rapport à l'existant. Donc, on revient toujours à la même chose, hein, c'est l'activité qui était menée. Est-ce que c'est une activité de recherche ou pas? Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas un état de l'art très important dans votre domaine de recherche, généralement l'expert qui va expertiser votre dossier le sait aussi, puisqu'on va chercher des gens qui sont très proches de votre domaine. Donc, ce genre de considération est prise en charge par l'expert. Oui, tout à fait. On donne votre dossier à l'expert, qui doit connaître normalement l'état de l'art de votre domaine, de votre travail. Merci. Pour un projet où il y a 3 sous-opérations de R&D, c'est-à-dire 3 verrous, peut-on les décrire ensemble ou fait-on 3 fiches séparées? Préférable de faire 3 fiches séparées. Oui. Même si l'objectif est pour le même projet, le même produit. Et je pense que c'est 3 verrous, c'est 3 démarches différentes, c'est 3 états d'art différents, donc il faut vraiment prendre. Sont plus détaillés parce que sinon l'expert risque d'avoir besoin de compléments, donc autant faire le travail et la description dès la constitution du dossier. Merci. Un prototype expérimental peut-il être éligible au crédit impôt recherche? La fabrication, c'est les verrous rencontrés pour la fabrication de ce prototype expérimental qui sont éligibles. Est-ce que le prototype rentre dans une activité de recherche ou pas? On peut réaliser un prototype sans avoir mené un travail de recherche. Et là, c'est difficile de le faire passer dans le crédit impôt recherche. Y a-t-il toujours les 5 critères de Frascati? On revient toujours. Les coûts de l'évaluation d'un projet expérimental par un évaluateur externe non agréé crédit impôt recherche est-il éligible au crédit impôt recherche? Les coûts De l'évaluation d'un projet expérimental par un évaluateur externe non agréé crédit impôt recherche est-il éligible? En quoi il serait éligible? Je ne comprends pas la question. Hein. Donc, on n'y répond pas. Elle pourrait être posée encore une fois par ailleurs, par voie mail. Le crédit impôt recherche, là, je ne comprends pas l'objet de la question. Entendu. Ensuite, il y avait des questions sur le niveau de détail sur les feuilles de temps. Est-ce que c'est une présentation qui doit se faire à l'heure, à la demi-journée, à la journée? Non, ça serait plutôt. Les journées, c'est très bien. L'heure, c'est vraiment lourd à gérer. Hein. Le taux horaire, le taux journalier, c'est très bien. Si c'est des demi-journées, c'est des demi-journées, mais c'est vrai que la quantité de jours, c'est quand même plus lisible. Très bien. Je prends une dernière question et puis je pense qu'on n'a pas traité toutes les questions, mais elles pourraient être traitées encore une fois. Il y a des choses qui ont déjà été traitées. Il y avait des questions en doublon, bien entendu. C'était pour revenir sur l'obligation de remplir l'annexe 2069 1A SD, où on parle des entreprises qui déclaraient plus de 2 millions de dépenses de crédit impôt recherche, dans l'obligation de remplir cette fameuse annexe. Est-ce qu'il y a des modalités spécifiques en termes d'écriture de l'annexe? Est-ce que ça doit être exhaustif et doit-on s'en tenir à la taille des encadrés ou formulaires ou doit-on rentrer encore plus dans un détail encore plus fin? Non, ça va dépendre. Non, la taille. J'ai pas l'expérience. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est très inégal par rapport à chaque entreprise. Donc, c'est à vous de voir, de mettre les éléments les plus concis possibles quand même. Hein, parce que de toutes les façons, ça ne vous évitera pas de faire un complément d'information. Donc, il faut répondre à ce formulaire de façon concise. Entendu. Écoutez, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. Déjà pour respecter le timing, et deux points particuliers, parce que c'est des questions qui sont revenues plusieurs fois. Si vous êtes à la recherche de prestataires R&D,
Sachez que France Innovation, c'est son objet, donc de mettre en relation avec des prestataires de R&D. Même chose, et donc ça c'est plutôt la catégorie membres associés, c'est une question qui revenait régulièrement. Si vous souhaitez être accompagné sur la rédaction et tout simplement être accompagné sur la déclaration, l'éligibilité de vos dépenses crédit impôt recherche, sachez qu'il y a des membres dont c'est une expertise très forte, donc n'hésitez pas à nous consulter là-dessus pour en assurer la mise en relation. Les slides vont vous être diffusés très très rapidement. Merci encore aux intervenants pour leur participation. Merci beaucoup. J'espère que cette session a été utile à tous, que j'en suis convaincu. À très bientôt. Merci encore et à très bientôt sur un webinaire France Innovation ou sur un salon ou d'autres opérations. Et merci encore à nos intervenants. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.